bonjour à tous. Merci d'abord beaucoup pour l'invitation, donc à la fois Benker et puis Thierry, le patient numérique. Donc on va continuer un petit peu sur les mêmes thématiques. De mon côté, donc comme Thierry m'a introduit, j'ai la chance de m'occuper donc de la digitalisation pour un des hôpitaux luxembourgeois, qui sont les hôpitaux Robert Schuman. Et puis ce que je voulais faire un petit peu aujourd'hui, parmi les quelques slides que j'essaierai de garder concises pour tenter de rentrer dans les délais, c'est raconter comment on essayait d'aborder la transformation digitale au niveau des hôpitaux et puis d'élargir un peu la discussion, bien sûr, au contexte national et notamment au mécanisme de financement. Donc voilà, déjà pour représenter un petit peu le Luxembourg. Donc, c'est beaucoup plus petit, évidemment, que la Belgique et encore plus la France. On a 4 hôpitaux qui sont tous financés par une caisse nationale de santé qui, par contre, là, peut-être contrairement en France, se porte assez bien. Hein, c'est une caisse qui est bénéficiaire. Les infrastructures, le personnel non médical est financé par la caisse nationale et aussi par le ministère. Et on emploie des médecins qui sont le plus souvent en pratique libérale, mais avec des tarifs conventionnés avec la caisse. On a une population qui est à peu près de 600 000 habitants résidents, auxquels s'ajoutent 200 000 travailleurs frontaliers, forte composante multiculturelle parce qu'on a vraiment des gens qui viennent travailler de beaucoup de pays. Maintenant, pour les hôpitaux pour lesquels je travaille, donc on est un hôpital qu'on qualifierait, je pense, de taille moyenne, hein, avec environ 700 lits, 2250 collaborateurs et environ 300 médecins. Une des particularités qu'on a, c'est qu'on est sur 4 sites. 4 sites qui ont fusionné récemment, donc en 2012. Donc on est dans une période aussi post-fusion pendant laquelle on a besoin de projets fédérateurs, tels que peuvent l'être les projets de transformation digitale. Donc voilà, maintenant j'ai commencé donc à travailler là-bas il y a 1 an et demi, avec, je dirais, 2 missions principales. La première, c'était de concevoir et puis d'exécuter la stratégie de transformation digitale en parallèle, je dirais, du plan stratégique global, donc c'est une des initiatives, et de créer un département de la digitalisation. Alors, ce département de la digitalisation n'a pas de ressources supplémentaires hein, par rapport au passé, je veux dire. Ce sont sur les dotations que la caisse nous donne, et donc c'est le regroupement, je dirais, de l'IT, du département de l'information médicale, de la business intelligence, des archives et du data manager. Simplement, on devait créer une cohérence, et le directeur général a défendu l'idée que le digital va devenir de plus en plus important et donc il faut lui donner un poids politique et lui donner donc un département qui est représenté au conseil de direction afin que les choses puissent avancer, même si ces activités restent évidemment des activités support et transversales. Donc voilà, donc comment est-ce qu'on a essayé d'aborder un petit peu ce problème? Donc on devait arriver là. Hein. Première étape, c'était de voir dans quelle direction on voulait aller. Et puis, je dirais de manière assez logique, on n'a pas réinventé la roue. On a essayé de se baser sur les grands défis de santé publique que Pascal, je pense, a déjà pas mal abordé dans sa présentation. Sur le plan stratégique global, évidemment, de l'institution, pas faire des choses complètement dans le sens opposé. Récolter le plus d'informations possible du terrain, que ce soit pour le personnel, évidemment, mais aussi pour les patients. Regardez quels étaient les grands trends académiques, que ce soit en termes d'informatique médicale et ses impacts métiers, mais aussi en trends technologiques. C'est comme ça qu'on est abouti à cette stratégie de transformation digitale que je vais vous présenter maintenant. Et sur cette base-là, ainsi que sur la base des trends technologiques, on a aussi défini une stratégie de data governance et puis une architecture IT pour pouvoir livrer cette stratégie de transformation digitale. Et puis au total, ça nous crée notre portefeuille de projets qui se remplit aussi du centre de l'innovation, dont je toucherai un mot rapidement, et aussi de ce qu'on a créé, qui s'appelle la Digital Line. Ce projet, bon, c'est un gros bateau qui doit avancer sur 5 ans, voire 10 ans. On ne voulait pas avoir une vision fixe parce que les choses changent extrêmement rapidement. Donc on a essayé de donner la possibilité au personnel de nous contacter directement pour n'importe quelle idée, projet qu'ils souhaiteraient voir réalisé afin qu'on incorpore une composante à la fois bottom-up et plus réactive à nos activités. Donc, je vais parler assez rapidement des défis de santé publique et puis des grands trends du domaine. Étant donné le temps, je vais peut-être avancer un peu plus vite sur ces aspects-là parce que c'est probablement pas l'objet principal de la discussion et puis je pense que Pascal en a abordé déjà pas mal. Alors, déjà, pourquoi est-ce qu'on parle du numérique maintenant tout d'un coup?
Je pense qu'il y a plusieurs trends qui sont vraiment importants à noter. La première chose, c'est que les digital natives sont maintenant en âge d'interagir avec la société. Donc l'utilisation des outils technologiques est à la fois plus facile, mais en plus, ce sont des gens qui ont grandi avec, qui arrivent maintenant à l'âge adulte. Et en plus de ça, on a tout un tas d'outils qui permettent d'accélérer les développements informatiques qu'on n'avait pas forcément avant. Ça se traduit notamment par une explosion du nombre de smartphones, du nombre d'objets connectés, qui permettent de générer en masse des données. Et en parallèle de ça, la puissance de calcul s'est complètement miniaturisée de manière exponentielle sur les 10 dernières années, ce qui veut dire qu'on peut tirer parti des données avec des puissances de calcul qui peuvent être dans le creux de notre main, comme dans le téléphone par exemple. Et donc on peut utiliser des algorithmes d'intelligence artificielle ou d'intelligence augmentée qui ont déjà été créés généralement dans les années 60, mais qu'on n'était simplement pas en mesure d'exploiter parce qu'on n'avait ni les données, ni la puissance de calcul. Maintenant, pour revenir un petit peu aux défis du système de santé, je pense que le premier, c'est évidemment le vieillissement de la population, donc on l'a déjà abordé sous un angle assez médico-économique. Si je le raconte de manière encore plus simple, on sait qu'on a évidemment donc la population qui vieillit, ce qui va augmenter la demande sur les hôpitaux. Dans le contexte luxembourgeois, on a aussi la population qui augmente très fort. Or, on construit des nouveaux hôpitaux, mais pas suffisamment, ce qui veut dire qu'on doit forcément changer la manière dont on va délivrer les soins et prendre ce fameux virage ambulatoire dont tout le monde parle. Donc on doit essayer avec des structures qui ne sont pas forcément plus grandes en nombre, de faire plus, et donc je rejoins tout à fait ce qui était dit avant, augmenter notre efficience vers une médecine ambulatoire. Deuxième chose, et je pense que la thématique a déjà été abordée un petit peu ce matin, on s'éloigne de plus en plus de la médecine paternaliste, où le médecin disait au patient de prendre sa pilule et le patient s'exécutait. Les patients, légitimement, ne veulent plus ça et veulent être considérés vraiment comme partenaires de leurs soins, ce qui veut aussi dire qu'on doit être capable de leur donner les moyens d'être partenaires, et puis on essaiera de voir quelques exemples par la suite. Ensuite, on a cette fameuse médecine des 4 P, donc personnalisée, prédictive, préventive et participative. Participative, ça rejoint principalement la thématique qu'on a discutée juste avant. Prédictive et personnalisée, comment est-ce que je peux être capable de donner le bon traitement au bon patient? Et puis la réponse à cette question passe notamment par l'exploitation des données et éventuellement des algorithmes d'intelligence artificielle. Préventive aussi, il y a une part microscopique des budgets de santé qui est généralement allouée à la médecine préventive, alors que c'est la médecine la plus propre. Vous traitez avant que vous tombiez malade. Et là, le digital peut vraiment beaucoup aider parce qu'on arrive à faire, de nouveau, par l'entraînement d'algorithmes, à faire de la détection précoce de certaines maladies. Une des raisons pour lesquelles probablement la médecine préventive, et on investit relativement peu dedans, c'est qu'aussi les actions de médecine préventive sont difficiles à évaluer. Pour convaincre, on doit montrer que l'action qu'on va faire va être rentable, évidemment d'un point de vue médical, mais aussi d'un point de vue économique. Or, si vous voulez tester l'intervention de la prévention du cancer, souvent vous allez voir l'effet de votre intervention 20 ans après. Donc si vous voulez des vraies preuves, vous pouvez évidemment faire des études rétrospectives, mais les études solides nécessitent beaucoup d'années à se mettre en place. Temps écran. Bon, là j'ai montré une keynote d'Apple il y a, je crois, 2 ans maintenant à peu près, qui était la nouvelle fonctionnalité qui vous permettait de voir combien de temps vous passez chaque jour, chaque semaine devant votre téléphone. Pourquoi c'est relevant pour la santé? Parce que dans la journée maintenant normale d'un soignant ou d'un médecin, on passe à peu près, généralement, en tout cas dans les hôpitaux par lesquels je suis passé, 30 à 40% de son temps devant l'ordinateur, ce qui est souvent bien loin de ce pourquoi les gens ont choisi leur métier. Et c'est évidemment quelque chose contre lequel on essaye de lutter. Et puis enfin, essayer de donner la possibilité, et là c'est plutôt aux décideurs, aux responsables d'unité, aux responsables de service, qu'ils soient soignants, médecins ou personnel de support, de faire un management basé sur les faits et sur les données en intégrant une composante prédictive, ce qui nous paraît être un autre trend qui est très important. Donc maintenant, j'essaie juste de vous passer, je vais passer un peu rapidement sur ces parties, étant donné le temps, mais sur quelques exemples sur comment on pourrait utiliser le digital pour répondre à ces défis. Peut-être une première chose sont les applications mobiles patients. Je vous ai montré ici quelques exemples, je ne vais pas les décrire en détail chacun d'entre eux, mais juste donner des concepts globaux. Évidemment,
Peut-être quand même celle-ci. Donc ça, c'était une application sur laquelle on avait travaillé quand on était au HUG, puis qui a été d'ailleurs publiée sur les stores hier. C'est une application pour le patient hospitalisé, sur lequel il peut avoir accès à son agenda de soins en temps réel. Donc il sait à quelle heure il va avoir son IRM, quelle heure il va avoir son scanner, à quelle heure le médecin va passer le voir. Il peut voir son équipe de soins. Donc il a l'équipe de soignants qui va s'occuper de lui aujourd'hui. Comme ça, ils sont un peu moins perdus parmi tout le cortège de blouses blanches qui tournent autour d'eux. Il peut choisir et composer son repas, en prenant en compte ses allergies, notamment. Il peut noter toutes les questions qu'il peut avoir avant la visite médico-soignante, hein, parce que souvent la visite médico-soignante ça dure 3-4 minutes, les patients sont stressés et souvent oublient les questions qu'ils avaient avant même d'avoir l'entretien. Donc là on offre la possibilité de noter les questions, comme ça la discussion pendant la visite peut aller directement vers les points qui sont importants vers le patient. Et puis enfin on offre une bibliothèque de médias, photos, vidéos explicatives sur les traitements, la pathologie, qui peuvent être triés automatiquement en fonction des diagnostics qui sont renseignés dans le dossier patient. Et ça, c'est un exemple de choses qu'on peut faire. Et l'objectif est double. C'est de donner, comme on disait tout à l'heure, les moyens au patient de s'engager dans ses soins. Donc on lui donne le bon niveau d'information pour qu'il puisse devenir acteur de sa prise en charge, et aussi que la communication avec le soignant puisse être renforcée. J'avais une petite vidéo à vous montrer, mais que je ne vais pas faire malheureusement au vu du temps, mais je suis heureux de vous la montrer après la discussion si jamais. Ça c'est pour la partie intra-hospitalière, mais il y a évidemment aussi la partie avant l'hospitalisation et après l'hospitalisation. Ça c'est une application par exemple que Stanford propose, qui se greffe sur leur dossier patient, sur lesquels le patient peut avoir en ambulatoire accès à ses résultats de labo, son dossier médical, ses rendez-vous, prendre des rendez-vous évidemment. Et donc, en plus, je dirais, d'engager le patient dans ses soins, toutes ces applications ont le potentiel de fluidifier les parcours de soins, notamment avant, pendant et après l'hôpital, et puis vraiment faciliter le virage ambulatoire. Un petit mot sur l'intelligence artificielle, auxiliaire ou augmentée. Là, ce que je montre, le premier papier que je voulais montrer, c'était le papier original qui a été publié par l'équipe de Stanford, qui a utilisé des algorithmes de machine learning supervisés pour analyser automatiquement des radiographies du thorax pour savoir s'il y avait une pneumonie ou pas. Donc c'était relativement simple, hein. On avait un dataset de radio labellé pneumonie oui, pneumonie non. On donne à manger à l'algorithme et il s'entraîne à trouver lui-même le diagnostic. Deuxième exemple ici, pour des lésions, pour reconnaître les lésions les mélanomes, à partir d'images dermatoscopiques de lésions pigmentées. Dans les deux cas, l'algorithme est aussi bon, voire un tout petit peu meilleur que la moyenne des spécialistes qui ont été testés. La question est évidemment, tous les gros industriels hein, s'y intéressent aussi, les papiers se multiplient. Donc la question n'est pas tellement est-ce que ça marche, mais la question c'est plutôt comment est-ce qu'on l'implémente. Parce que là, par contre, je pense que dans l'implémentation, il y a des énormes challenges qui peuvent compliquer l'implémentation pratique. Et donc, c'est maintenant, je pense, un champ de recherche qui est en train de se développer et qui va être vraiment très intéressant pour voir comment est-ce qu'on peut ou pas utiliser ces algorithmes dans l'hôpital. Et donc, si on prend l'exemple de la radiologie, imaginons que je veuille utiliser cet algorithme fait à Stanford, à Luxembourg. Il y a plusieurs caveats. Déjà, l'épidémiologie de la pneumonie n'est pas forcément la même dans les pays à Luxembourg qu'à Stanford. Ensuite, les machines utilisées ne sont pas forcément les mêmes. Donc on doit revalider d'abord l'algorithme. Imaginons qu'on le fasse. Comment est-ce qu'on peut ensuite garantir que l'algorithme va rester valide au cours du temps? Il faut continuer à le réentraîner. Or, pour le réentraîner, il faut que vous ayez un dataset qui soit labellé par des experts. Or, comment on génère des experts si on vit dans un monde où il n'y a que des algorithmes? Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de réponse, mais c'est vraiment des gros challenges d'implémentation qui sont nécessaires d'utiliser et pour pouvoir avoir une intelligence augmentée pour les radiologues ou d'autres spécialistes. Donc, quelle est la juste place de ces solutions dans le système de soins? L'aide à la diagnostic est un des domaines pour lesquels l'intelligence artificielle peut aider, mais il y en a évidemment plein, je ne vais pas m'y attarder maintenant. Solution d'itinéraire patient, je vais aussi passer relativement vite dessus parce que j'ai un peu effleuré le sujet quand je vous parlais des applications mobiles. Mais là, l'idée, c'est évidemment de tirer parti de la technologie mobile pour pouvoir accompagner au mieux le patient durant son séjour. Donc, si on imagine un séjour de patient orthopédique, disons, je vais voir mon orthopédiste, il veut me mettre une prothèse de hanche pour de l'arthrose, il pourrait me rentrer dans un itinéraire clinique,
7 jours avant l'hospitalisation, l'application me proposerait d'arrêter mon aspirine. Un jour avant de faire mon check-in, de commander un taxi pour le lendemain. J'arrive dans l'hôpital, je m'enregistre automatiquement. Ensuite, j'ai accès aux fonctionnalités, je dirais, intra-hospitalières dont je vous parlais après. Et quand je rentre à la maison, je peux avoir un programme de suivi rapproché. Donc, est-ce que vous avez mal? Est-ce que vous avez de la fièvre? Et si oui à une ou plus de ces questions, on va déclencher une consultation de télémédecine. Donc là, c'était juste pour illustrer que ces solutions d'itinéraire patients ont vraiment le potentiel, je pense, de fluidifier les parcours patients. Leur efficacité, cependant, doit être prouvée. Et de manière, je dirais, générale, dans toute cette thématique de la santé digitale, on est assez mauvais à tester académiquement l'efficacité de ce qu'on fait. Les choses sont en train de changer gentiment, mais on a beaucoup, je dirais, d'initiatives qui se font, mais pas beaucoup de littérature sur l'évaluation. On parlait tout à l'heure de la nécessité de diminuer le temps que les soignants et les professionnels passaient devant l'écran. Évidemment, on doit essayer de fournir des applications cliniques qui apportent une valeur ajoutée, qui soient très user-friendly et que l'expérience se rapproche le plus possible de ce qu'on a dans le creux de la poche avec nos téléphones. Et avec une logique. Donc, pousser les gens à essayer de faire en sorte qu'en utilisant le dossier patient, ils puissent mieux respecter les guidelines en intégrant des itinéraires cliniques. Toutefois, pour faire tout ce dont on a parlé avec les données, donc l'intelligence artificielle, le reporting, le dashboarding, le reporting aux institutions de santé, on a aussi besoin d'avoir des banques de données qui soient structurées et fiables. Or, généralement, pour avoir un produit qui soit facile à utiliser, on doit avoir des formulaires qui sont peu complexes. Et en clinique, on aime beaucoup généralement le texte non structuré, parce qu'on arrive à transmettre de l'information de manière efficace et granulaire, granularité qu'on a tendance à perdre avec des formulaires structurés. Donc comment on fait pour réconcilier les deux choses? Une des technologies qui nous semble clé, c'est vraiment le traitement naturel du langage, parce que une de ces applications peut être de générer de la donnée structurée à partir de textes libres. Et ça nous semble particulièrement stratégique si on veut réussir à réconcilier ces deux objectifs stratégiques-là. Alors, télémédecine et objets connectés, je vais me permettre de passer la slide pour gagner un petit peu de temps. Je pense que la thématique a déjà été pas mal abordée, mais c'est évidemment deux technologies qui sont clés pour accompagner le virage ambulatoire, en particulier pour le suivi à la maison des pathologies chroniques. Voilà, je vais juste passer un petit peu sur le plan stratégique, parce que donc les deux autres items qu'on devait regarder pour ce plan de transformation digitale, c'est à quel point on est compliant avec le plan stratégique global de l'institution, et puis qu'est-ce que pensent les patients. Bon, pour la faire courte, le plan stratégique ça aborde beaucoup de valeurs de transformation, qui sont des valeurs de décloisonnement, d'implication, de transformation en l'occurrence, qui sont évidemment tous représentés dans des plans de transformation digitale qui visent à travailler mieux ensemble et puis utiliser les technologies digitales dans ce but-là. Et puis, pour la faire très très courte, les interviews patients et soignants. D'abord, pour les soignants, la première chose qui ressort, c'est le temps. Votre DPI est beaucoup trop lent à utiliser. On ne veut plus utiliser vos chariots avec les ordinateurs dessus. Donnez-nous des applications mobiles faciles à utiliser. Ça, c'est vraiment le message qui ressort. Et puis les patients, c'est pareil. Ils veulent être acteurs de leurs soins. Et généralement, quand on creuse un peu ce que ça veut dire, les écosystèmes d'applications ont un potentiel formidable pour permettre de remplir cet objectif-là. Donc on est arrivé à notre vision stratégique qui est d'utiliser les outils numériques pour optimiser l'expérience du patient et répondre autant que possible aux défis de santé publique. Ça, c'est vraiment l'objectif de notre stratégie. Je vous montre la stratégie qui va donner une slide un peu chargée, donc n'ayez pas peur. On va juste aller sur certains points, si j'y arrive. Voilà. Pour voir un petit peu la philosophie qu'il y a derrière, on va surtout s'arrêter sur les axes. Donc, le premier axe, c'est de fournir des applications cliniques qui soutiennent les processus métiers, qui soient réactives et faciles à utiliser. Là, notre KPI, ce sera surtout la mesure du temps écran qu'on vise à diminuer, mais aussi la compliance aux guidelines de bonnes pratiques. En même temps, générer un data warehouse duquel on peut tirer quelque chose. Et là, c'est là où je vous disais qu'à mon avis, on doit investir de manière importante dans les technologies de traitement naturel du langage. Ensuite, réutiliser les données pour tout ce qu'on a pu voir, donc intelligence artificielle, dashboarding, monitoring, management basé sur les données. Et puis ensuite, vous avez des axes qui sont plus des axes de santé publique, qui va être d'utiliser
les outils numériques et notamment les applications mobiles pour engager le patient comme partenaire de son réseau, d'optimiser le virage, de faciliter le virage ambulatoire en utilisant les outils numériques et notamment la télémédecine qu'on a vu et les objets connectés, et puis enfin arriver à avoir une vision en temps réel, voire prédictive des ressources hospitalières. Comment est-ce qu'on veut faire ça? Donc on a un projet ambitieux sur en tout cas 5 ans, avec 9 programmes qui illustrent ces différents axes. Je ne vais pas aller en détail sur tous les programmes, mais simplement pour vous dire que celui qui est au cœur de tous, c'est ce qu'on a appelé solutions digitales basées sur le parcours patient. Donc, on essaie d'animer des ateliers de travail multidisciplinaires avec médecins, soignants, physio, pour redéfinir pour un parcours patient donné quel doit être le rôle de chacun. Et c'est seulement après qu'on se dit quelle technologie on va utiliser pour favoriser ça. Les autres programmes sont des programmes technologiques qui nous permettent d'être prêts à déployer ces solutions-là quand on le juge nécessaire. C'est simplement ça que je voulais surtout vous dire par rapport à cette slide. Maintenant, comment on la déploie? On a créé ce département de la digitalisation, comme ça je vous en ai parlé en introduction. On a des chefs de programme, des paramétreurs et des développeurs qui sont dédiés à ces programmes de la stratégie digitale. Alors, c'est des gens qui avaient déjà un job avant opérationnel et ce job-là n'a pas été supprimé. Donc, on a dû faire de la réorganisation interne pour leur libérer du temps. C'est un gros challenge et je pense qu'on n'a pas encore les ressources, le nombre de ressources humaines, je dirais, qu'on devrait avoir. Je vous ai parlé de la Digital Line déjà. Et puis, on a mis un pilotage du portefeuille projet qui est transversal. C'est-à-dire que chaque département de l'hôpital a son mot à dire pour prioriser les différents projets. Maintenant, qu'est-ce qui ne va pas? Pas mal de choses. La première, c'est que on n'a pas de financement spécifique de la Caisse et du ministère. Je vous disais tout à l'heure qu'on est des hôpitaux, donc on est une SA non-profit, mais on est financé pour tout ce qui est infrastructure et personnel non médical par la Caisse. Et il y a un financement pour le DPI, à la rigueur les applications mobiles pour les soignants, mais tout ce qui est télémédecine, objets connectés, applications mobiles patients, rien. Donc on doit vraiment essayer, on doit trouver d'autres choses pour ça, pour le moment, et c'est notre plus gros obstacle, évidemment. Ce qui est très difficile aussi, c'est d'obtenir du temps des médecins et des soignants, qui sont déjà surbookés, mais on a vraiment besoin d'eux pour ces ateliers de travail où on définit les parcours patients. C'est donc c'est donc une grosse difficulté. Au niveau national, maintenant, pour garantir l'interopérabilité, on a absolument besoin d'avoir un identifiant ou un Master Patient Index national qui nous permette de poser la première base de l'interopérabilité. Et ça, c'est quelque chose pour lequel il y a des initiatives, mais il n'y a pas encore quelque chose qui est tout à fait complètement opérationnel. Tous les projets de télémédecine, c'est difficile de travailler avec les médecins libéraux actuellement parce que c'est pas encore remboursé. Donc il y a un projet de loi qui est en cours, mais ça nous bloque aussi vraiment beaucoup dans nos projets. Enfin, il nous manque des compétences, je pense, spécifiques en transformation digitale. Et là, de nouveau, on n'a pas de financement du gouvernement spécifiquement pour ça. Mais donc la seule chose qu'on peut faire, c'est faire évidemment, après les départs à la retraite, des plans de ressources humaines pour acquérir les compétences dont on a besoin. Et puis enfin, on travaille avec une infrastructure qui est complètement locale. Comme la médecine, l'IT se complexifie énormément et vous ne pouvez pas juste avoir 1, 2, 3 personnes qui s'occupent du back-end, c'est devenu extrêmement compliqué. Et probablement qu'on doit laisser ça à des gens dont c'est vraiment le métier. Or, il n'y a pas encore de projet cloud santé digne de ce nom à Luxembourg, et je pense que c'est quelque chose qu'on doit un petit peu mieux structurer. Il y a des initiatives, mais ce n'est pas encore très structuré. Voilà, donc comment on essaie quand même d'avancer avec tout ça? Donc comme je vous disais, le DPI est financé, y compris les applications mobiles. Il y a un projet qui est en train de naître d'incubateur e-health national. L'idée est de faire une sorte de centre de l'innovation pour tous les hôpitaux. Donc les hôpitaux viennent avec leurs besoins, ils sont mis en relation avec des startups, on fait de la co-création et on essaie après d'amener ça dans les différents hôpitaux. On a une très bonne agence de support de l'innovation à Luxembourg, avec un écosystème riche. Je pense qu'on a beaucoup de startups, là, il y a beaucoup de partenariats de co-création à faire, je vais y revenir. Et puis on a quand même, si on arrive à 3 ou 4 hôpitaux, on arrive quand même à avoir des financements, c'est dans une approche mutualisée. Donc pour le DPI, par exemple, ça va bien. C'est une technologie qui est, entre guillemets, robuste, qui est en pleine évolution, mais qui fait ses preuves et qui est nécessaire. Donc là, on peut aller directement à 3 à 4 hôpitaux, et puis généralement, on obtient de l'argent. Par contre, pour tous les projets innovants, pour lesquels la littérature est encore pauvre sur les preuves, par rapport aux preuves, ou qu'on ne sait pas trop comment implémenter, c'est là où on manque vraiment de budget. Et c'est là, probablement, où on devrait avoir un soutien. Peut-être pour avoir une première phase d'innovation pour un hôpital, et si c'est un succès,
ensuite on mutualise pour le reste des hôpitaux. Ça, c'est vraiment je pense, qui fait vraiment le plus défaut dans le système actuellement. Ça, je vous en ai parlé. Je vous montre très rapidement comment on essaie aussi de faire. On a un projet de centre de l'innovation qui vise à favoriser toutes les phases, je dirais, de l'aboutissement d'un projet. Donc d'abord stimuler les idées. Donc là, c'est maintenir un lien permanent avec le terrain pour collecter les idées, les accompagner jusqu'au projet, soutenir les financements et puis valoriser les projets. Et vraiment, la manière dont on arrive à, je dirais, s'en sortir, c'est par la co-création. Donc là, c'était un partenariat qu'on a signé avec la première société qui est marquée CE pour l'analyse automatique des images en neuroradiologie. Ce qu'on leur offre, c'est d'évaluer leur solution et de l'améliorer. Et eux, ce qu'ils nous offrent, c'est leur solution. Donc, eux, après avoir travaillé avec nous, sont plus fit for market et peuvent ensuite aller attaquer d'autres marchés. Nous, on a accès à bas coût à une solution qui ne remplace pas les radiologues. Hein. C'est vraiment quelque chose qu'on fait en parallèle du travail clinique normal, justement pour trouver la place de ces solutions dans l'hôpital. Voilà, et puis je terminerai, c'est ma slide de conclusion. Pourquoi on a donc une approche incrémentale plutôt que disruptive à Luxembourg? Je dirais que c'est principalement à cause du système. Hein. Comme je vous disais, on n'a pas de budget spécifique d'innovation pour s'amuser à créer quelque chose à côté, le tester et après éventuellement le mutualiser et l'implémenter ailleurs. On doit faire avec l'existant, on doit garantir les soins et on a un système de financement qui nous finance l'existant et qui financera l'étape d'après seulement quand elle aura fait ses preuves, ce qui est en train de venir mais ce qui n'est pas encore le cas actuellement.